Bonjour, moi c'est Hélène et aujourd'hui je suis exceptionnellement accompagnée par mon ami Aurélien, aussi surnommé Monge. Et dans ce 15e épisode, on va vous parler de Midsommar. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport aux films d'horreur, Monge ? Alors moi, les films d'horreur, c'est pas forcément à ça que j'ai été biberonné, j'ai envie de dire. J'étais plus film d'action, mais il y a des trucs qui tirent un petit peu sur les deux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi les premiers que j'ai vus ? Et du coup, je me suis aussi basé sur les épisodes que tu as déjà fait pour me rappeler. Parce que par rapport à l'époque, ça correspond, tu vois. Tout à fait. Et genre Les Dents de la Mer. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais on a à peu près le même âge, sensiblement. Voilà, sensiblement. Donc même génération. Je suis plus vieille, ça va, ta gueule. Donc Les Dents de la Mer, Alien 2, c'est vraiment le premier que j'ai vu, mais tu vois, à nouveau le mode action, voilà. Les Terminator. Donc ça vraiment, voilà, ça c'était mes kiffs. Mais je pense les premiers trucs que moi j'ai regardés qui m'ont vraiment fait flipper, c'était genre X-Files. Ah, trop bien, ouais. Et une émission, comment il s'appelait ce con, je me rappelle plus. De la crypte. Mystère. Oui. Tu te rappelles de ce truc ? Ça m'a traumatisé. Mais oui, ça m'a complètement traumatisé. Genre les reconstitutions. Le surnaturel dans la vie quotidienne, quoi. Ouais. Alors que bon, quand même, globalement, ils arrivaient quand même à débunker tous les trucs, non ? Oui. Oui, mais au début, non. Moi, c'est pas le debunk qui me marquait, c'est les images de la reconstitution, et notamment, alors pour ceux qui connaissent... J'avais complètement oublié, mais c'est vrai que ça faisait à moitié peur, ce truc. Ben ouais. Pour ceux qui connaissent Sexy Sushi et qui connaissent la chanson Le mystère des pommes volantes, eh bien, sachez que j'ai été traumatisé par cet épisode et que grâce à eux, j'ai pu retrouver l'image T'as du truc. Le truc. C'est juste une forme qui bouge, quoi, en fait, mais ça m'a buté. Bref, ouais. Film d'horreur, c'est plutôt ça. Ok. Ouais. Et donc, tu te souviens pas de ton tout premier film d'horreur, celui que t'as vu en tout premier, vraiment quand genre probablement trop tôt, comme nous tous. Honnêtement, un des plus vieux que j'ai réussi à ressortir de ma mémoire en termes de je l'ai vu vraiment, vraiment tôt. Ouais. Il est pas hyper flippant. C'était quoi ? C'est un film qui s'appelle House 2, parce que c'était le 2. Ok. Parce qu'il y avait d'abord House. À l'époque, on appelait ce film Ooze. Car on était très fort en anglais. C'est, je sais plus exactement, une histoire de trucs en cristal qui est dans un tombeau. Okay. Il y a des mecs qui le ressortent et à partir du moment où il n'est pas dans le tombeau, il y a une maison en particulier qui est un peu flippante, qui s'anime et c'est le méchant, c'est la maison. Okay. Et il se passe, genre tu rentres dans une pièce, il y a une jungle avec des dinosaures, tu rentres dans une pièce, incroyable. Enfin, c'est le western. Putain, jamais entendu parler quoi. Et des barres de rire. Mais c'est genre un télé... Ah, c'est marrant. Des barres. Ah bon. C'est marrant, mais ça fait un peu peur. C'est censé être un film d'horreur dans la mécanique du truc, tu vois. Ouais. Mais il y a des trucs. Alors après, il faut voir la VO, parce que moi je l'ai maté évidemment en VF. La VF, elle est mortellement drôle. Ouais, mais en même temps, c'est sur des trucs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une sorte de monstre. Ouais. C'est une chenille avec une tête de chien, tu vois. Une grosse chenille avec une tête du chien qui aboie et qui est trop mignonne, en fait, tu vois. Toi, t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que je regarde ? C'était peut-être un truc pour ados, genre. Je sais pas, parce que le 1 est plus sérieux. D'accord. J'ai fini par le regarder plus tard, le 1 est plus sérieux, mais le 2, voilà, c'est un de mes plus vieux souvenirs de films d'horreur, et du coup, il y a toujours eu un peu ce truc de... Dans la façon dont j'ai grandi face aux films d'horreur, et ce truc un peu décalé, tu vois. Comédie quand même un peu horrifique, rigolo, quoi, ouais. Moi, je crois que le tout premier, j'y réfléchissais l'autre fois, parce que j'ai pas trop regardé de films d'horreur quand j'étais jeune, et que je pouvais avoir le choix d'en regarder parce que j'étais une flippette. Mais un jour, j'ai regardé un film d'horreur, entre guillemets, avec mes cousins, tu sais, quand t'es en vacances, et puis les parents, ils vont faire les courses, et puis du coup, on se retrouve, et tac, ouais. Et je sais pas, il y a une VHS qui traîne et tout, et c'était Leprechaun. Ça te dit quelque chose ? Alors, pareil, c'était une comédie horrifique, c'était pas vraiment très horrifique d'ailleurs, mais c'était censé être un film d'horreur, et moi je me souviens que rien que le fait qu'on dise on va regarder un film d'horreur, j'étais pas bien, alors qu'en fait le film était marrant, quoi. Leprechaun, mais je pense pas l'avoir vu. J'ai la rêve du Leprechaun. Je crois que c'était un peu un téléfilm de merde. D'ailleurs, je crois qu'il y en a eu un 2 aussi, voire un 3. Et voilà, le lutin maléfique qui cherche son or. Enfin, il y a genre, on prend son or et puis lui, il la cherche et il bute tous les gens jusqu'à ce qu'il retrouve son or, en gros. Ok, ouais, Leprechaun. Et voilà. Mais après, sinon, c'était à l'adolescence. C'était Halloween, je pense, le tout premier. La nuit des masques, ouais, avec les copains, pareil. Mais j'étais déjà plus vieille, quoi. Donc j'étais un peu plus... Tu l'as encaissé comment ?
Ça va. Bah ça va parce qu'en vrai, il fait pas très peur Halloween, la nuit des masques. Il y a pas trop de sang, ça va. Ça reste tranquille comme un film. truc d'esprit, quoi. Moi, c'est pareil. Moi, je serais plus à être traumate par ce genre de trucs aussi et à taper des barres aussi sur des trucs. Le gore, ça peut vite me faire rigoler, ouais. Moi aussi. Ça dépend comment c'est fait. Parce que dans le film dont on va parler, il y en a un petit peu. Ça m'a pas fait rigoler du tout. Alors que moi, je t'ai plié, mais moi, je l'avais déjà vu. Oui, t'as triché. Mais t'as pas rigolé dès la première fois. Ah, si potentiellement, ce serait bien c'est vrai mon que genre. C'est vrai que ça peut sortir tellement t'es chaud de barre. Quoi? Est-ce que t'as un film d'horreur préféré? Genre, c'est quoi ton film d'horreur culte? Eh ben, alors, montrer à tout le monde. Ça a été compliqué pour le coup, mais en y réfléchissant bien, il y a eu, grâce au truc que vous avez déjà fait, des rêves qui me sont revenus, je me suis dit, alors, est-ce que c'est un film d'horreur, pas film d'horreur? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que Shutter Island, il est très, 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 très haut. Ouais. J'ai été traumatisé par ce film en tant qu'adulte. Tu m'étonnes. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait des cauchemars qui m'ont tenu physiquement. J'avais un vrai mal-être physique pendant 2 jours. Et des questionnements, mais de malade mental, précisément. Oui. Pendant tout ce temps-là. Donc c'était pas ouf, mais j'adore ce film. Ah bah il est trop bien. Mais je le considère pas comme un film d'horreur. Après c'est vrai que l'ambiance, elle est dark. Angoissant. Et il fait peur, entre guillemets, donc... Je l'avais montré à Inès un peu pour se mettre en jambe, mais je crois pas qu'il soit considéré même comme horrifique en fait. C'est vraiment un thriller. C'est de l'angoisse, c'est un film hyper angoissant sur la santé mentale en fait, tu vois. Mais le fait est que putain, il a fait le taf quoi. Ah ouais. Mieux et plus que la plupart des autres films d'horreur. J'avais lu le livre, c'est incroyable. Elle est incroyable cette histoire. Ouais. Mais sinon, à part ça, en vrai, je crois que Midsommar. Ouais. J'allais justement, la question d'après, c'était pourquoi t'as choisi de me montrer celui-là, puisque du coup, on en est là, c'est que t'as absolument voulu me montrer ce film. Justement, c'est pour ça, parce que quitte à faire un petit podcast ensemble sur les films d'horreur, autant regarder un qui va bien te traumatiser. Qui moi, me font vraiment, qui m'ont fait vraiment quelque chose, qui m'ont fait kiffer, quoi. Et Midsommar, en l'occurrence, y a ce truc de, je crois que c'est un de mes films d'horreur préférés, parce qu'il est où. Après... Il y a aussi le côté original du film, parce que quand même, c'est pas un film d'horreur que tu vois venir, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. C'est vraiment pas le même principe que la plupart, et visuellement, il est tellement ouf, ici. Il est incroyable. Et pour toutes ces raisons-là, pour le côté visuel original, je me suis dit, ça c'est pour Elaine. Ça, c'est à voir, ça. Merci, hein. Alors bon, on va faire une petite spoiler alerte, parce que comme d'habitude, on va raconter à peu près tout le film. Donc si vous l'avez pas vu, allez-y, parce que ce serait dommage. Déjà. Franchement, ce serait dommage de vous faire spoiler ça. Ne vous spoilez pas ce film, voilà. S'il vous plaît. Alors, Midsommar, il est sorti en 2019. Le réalisateur, c'est Ari Aster, qui est réalisateur et scénariste américain. Au scénario, c'est aussi Ari Aster. À la musique, on a The Axan Cloak, qui est le nom de scène de Bobby Clark, un truc imprononçable, qui est un musicien britannique. Au casting, on a Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper et Will Poulter. Au niveau des fun facts, j'en ai pas trouvé beaucoup sur Wikipédia, mais je suis allée fouiner sur Allociné. Et figure-toi que l'idée de Midsommar est venue à Ari Aster alors qu'il sortait d'une relation amoureuse. Okay. Il a déclaré « J'avais envie d'offrir au film de rupture un nouveau cadre. » Tu m'étonnes. MDR. De réinventer la sempiternelle fin cathartique qu'on voit souvent dans ces films quand l'héroïne qui s'est faite larguer brûle une boîte qui contient tous les objets qu'elle a accumulés au cours de sa relation et dont elle se libère enfin. Oui, il a effectivement offert un nouveau cadre de choses qui brûlent. Niveau catharsis de libération post-rupture, on est bien. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, par rapport au film. Ouais. C'est pas une grande surprise, tu me diras. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ce soit une femme, du coup, dans le film. C'est vrai, d'une. Ouais. Et puis le fait de savoir qu'il y a une vraie intention à ce niveau-là, tu dis, ok, ça donne un peu de corps. Apparemment, de ce que j'ai lu également sur Allociné, c'est qu'il avait fait la même chose avec Hérédité, mais sur sa famille, sur les relations plutôt familiales. Oui, alors du coup... Tu l'as pas vu, toi, encore ? Je l'ai pas encore vu. J'ai hâte de... En fait, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de traumas et qui en fait de merveilleux films d'horreur, écoute. Écoute, c'est très bien. Merci à lui et à sa famille. Qu'on embrasse.
Autre fun fact, parce que donc on n'a pas encore dit, mais le film est censé se passer en Suède. Et figure-toi que le tournage a eu en fait lieu près de Budapest en Hongrie, où le village a été construit pour les besoins du film. Mais j'ai lu que la majorité des acteurs et des figurants sont quand même suédois. Oui. Quand même. C'est bien. Ari Aster a conçu pour les besoins du film une langue fictive, l'affect, avec un K. Il a créé un alphabet runique propre au Arga, qui est le peuple du village, qu'on peut apercevoir sur les costumes, les murs et dans le livre sacré. Donc en fait, globalement, cette personne est zinzin. C'est, je pense, carrément, je vais inventer une langue, parce que pourquoi pas. Il aurait pu prendre le suédois. Hein. Ouais, par exemple. Mais non. Non, mais non. Le film a reçu un bon accueil critique sur l'ensemble des journaux et sites spécialisés, et d'ailleurs au niveau mondial, il a accumulé 42 millions de dollars au box-office. Bien joué, Harry. Bravo. Je me rends même pas compte si c'est beaucoup ou pas. Tu ouais, vois, c'est pas mal, ouais. Pour nous, c'est beaucoup. Mais... Oui, pour un film en plus récent, tu vois. Ouais. Alors, donc on va passer à la description de ce film. Si tu devais le décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais, toi ? Alors, j'ai mis été. Ouais. Mode de vie alternatif. C'est oui. Mon deuxième mot. Oui. Et deuil. Ah, putain, pas mal. Ouais. Je trouve que le sujet du deuil il est intéressant dans ce film-là. Moi, j'ai mis choquant, bizarre et beau. Ce qui est vrai aussi. Mais là, c'était plus sur vraiment des adjectifs qui qualifient le film plutôt que sur l'histoire. Alors, est-ce qu'on ferait pas le résumé du film ? Ça va être une paire de manches. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. On va essayer de synthétiser, mais c'est pour ça qu'on vous encourage à aller le voir. Hein, parce que... Oui, vous transférez votre propre idée. Pitch, tu le pitch ? Allez, vas-y. Je le pitch. Lance-toi. Alors, le pitch, c'est une jeune fille, pour quel âge elle peut avoir, 20 et quelques, on va dire, qui a des petits soucis de famille. On va pouvoir se rendre compte assez vite, puisque toute sa famille meurt en un instant. Donc, sa sœur, qui a des soucis de santé mentale, décide de se suicider en embarquant les parents, donc un petit coup de gaz et on n'en parle plus. Ouais. Et du coup, ça va être un petit peu la gestion du deuil de cette personne à travers son mec et ses amis, qui eux sont des anthropologues en études, et qui vont décider de partir en Suède sur les conseils d'un de leurs camarades, tout à fait. Qui est de là-bas, pour découvrir une autre façon de vivre, etc. Et puis pouvoir enrichir un petit peu leurs connaissances vis-à-vis de leurs études. Oui, parce que lui, il habite dans une communauté très spécifique, avec des rituels et des rites particuliers. Donc, les anthropologues en herbe sont ravis d'aller là-bas. Et elle, donc Dani, l'héroïne principale, elle se retrouve un peu embarquée dans ce voyage parce que, elle a perdu sa mère et son père et sa mère, sa sœur. Elle a perdu 2 fois sa mère. Son frère, sa sœur. Non, attendez. Bref, tous les gens qu'elle aime. Non, sa sœur s'est suicidée en tuant, finalement. Elle a quand même... c'est aussi une meurtrière, du coup. Oui, donc, vraiment, bonne ambiance pour Dani. Et elle se dit, tiens, pourquoi j'irais pas en Suède avec des gens que j'aime pas particulièrement, mais il y a mon mec, donc du coup j'y vais. Je pense qu'elle les aime, mais l'inverse, c'est pas forcément... Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux, elle subit tellement de choses. On sait pas, la pauvre, elle se fait brinque-baller par la vie. Par tout ce qui se passe, par les choix des autres, mais pas beaucoup par les siens, enfin bref, c'est un bordel, quoi. Ouais. Ça va pas. Donc ils arrivent en Suède. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe que, effectivement, la communauté est quand même bien particulière dans sa gestion et dans sa vision de la vie, de manière générale. Et puis arrive le moment où on s'en rend compte, car il tue des vieux. Il les tue pas vraiment. Il y a un suicide, un autre suicide. Voilà. En fait, ils expliquent très vite que il y a plusieurs phases dans la vie qui sont très déterminées et qui durent, je sais plus, 17 ans, je crois. Je sais plus, ouais. Et du coup, quand arrive la fin du dernier cycle, ils cherchent pas. À 72 ans. Ils se disent pas... peut-être on peut pousser jusqu'à 90 ans avec une santé relative. Ils arrêtent tout de suite, ils font une petite fête et ils se jettent d'un ravin. Et si tu survis, tu te prends des coups de marteau dans la gueule. Oui, on va pas te laisser comme ça avec les pattes, pattes en l'air. Les pattes cassées. Donc là, particulier quand même, oui, comme rituel. Les gens réagissent chacun à leur façon, voilà.
Bon, puis après, il se passe plein d'autres rituels. Est-ce qu'on va... Bah si, il faut peut-être quand même qu'on raconte jusqu'au bout, hein, parce que... Oui, parce que on va en parler après. Qu'il y a un but derrière tout ça pour les villageois. C'est ça. C'est qu'en fait, les gens qui sont en études à droite et à gauche, en Europe, partout, et qui ramènent du monde pour leurs petites fêtes de l'extérieur, c'est pas pour rien, c'est pour un peu de sang neuf ou du foutre neuf. Ça, également. Car ils souhaitent renouveler la population. Donc avec des faire enfants. Des bébés entre soi, c'est jamais une bonne idée. On peut le voir car il y en a un justement qui lui est pour le coup spécifiquement le fruit d'une cousinade. Oui, voilà, c'est ça. Qui aurait mal tourné. Mais du coup, ils invitent des gens de l'extérieur pour ça, et ils invitent aussi des gens de l'extérieur parce que dans leur petit délire rituel, il y a du sacrifice et qu'ils vont pas tous se buter tout le temps entre eux. Sinon, donc ils ramènent des gens pour les buter, pour faire des enfants ou pour ramener des gens qui vont s'intégrer à leur communauté. Et c'est un petit peu le but même de cette fameuse fête de l'été avec la reine de l'été, justement, qui est choisie a priori pour rester. Voilà. Et évidemment, on vous le donne en mille. Sur qui que ça tombe? Sur Danny. Voilà. Globalement. Voilà, globalement, on peut aussi ajouter que donc tous les gens avec qui elle arrive, les Américains finalement avec qui elle arrive, vont tous mourir, sauf elle. Personne ne vit. Voilà. Si, oui, non, il y en a un qui arrive avec eux, mais c'est pas un Américain, le local justement. Voilà, tous les Américains qui sont arrivés avec elle vont décéder de manière plus ou moins sympathique. que sur du sacrifice avant qu'ils aient servi ou après qu'ils aient servi. Tout à fait. Certains servent quand même avant de mourir. C'est ça. Donc, bon, c'est pas... Ça termine pas bien pour tout le monde. Mais bon, après, on en reparlera, mais vu qu'on les aime pas trop, c'est pas très grave. C'est pas forcément c'est là où il est malin, Ari Aster, c'est qu'il nous a montré des gens qu'on n'aimait pas spécialement. Voilà. Donc quand ils sont butés, t'es là, c'est méchant, mais bon, c'est pas si grave. C'est ça qui est fort. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Tu l'as déjà dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est quoi ton avis globalement là-dessus? Sur ce film en particulier, là où je trouve, et on en a parlé pendant le film, et là où il est très fort, c'est qu'il arrive avec des trucs hyper hardcore à nous interroger sur des trucs qui sont hyper concrets pour le coup, et qui nous touchent tous. Au-delà de la projection post-rupture et de ce que ça implique de faire le deuil aussi de la relation, etc. Je pense que le deuil que le personnage de Danny a à faire dans ce film-là, vis-à-vis de sa famille, il est très projetable sur le fait d'avoir un deuil relationnel à faire. Mais au-delà de ça, sur la fin de vie, y a vraiment des questions qui se posent, et chacun trouvera ses propres réponses sur ce qui est acceptable, pas acceptable, etc. Mais c'est hyper intelligent, je trouve, amené tel que ça l'est, quoi. C'est vrai que c'est très malin. Je sais pas si Hérédité est aussi malin, mais si c'est le cas, j'ai hâte de le voir. Et moi, alors, mon avis, c'était quand même intense. En fait, c'est vrai que c'est très bizarre à décrire comme expérience, parce que c'est un film qui ressemble à aucun autre, clairement. Surtout dans le domaine de l'horreur, quoi. Enfin, après, moi, je suis pas une spécialiste de l'horreur, il y en a plein que j'ai pas vu, mais là, clairement, j'avais jamais vu un film comme ça, c'est clair. Il est extrêmement original. Il est très bizarre, il est incroyable, en fait. Vraiment, on prend des tartes dans la gueule en permanence, tout en étant quand même dans le suspense et dans l'histoire, et dans, que je me demande comment ça va finir et tout en se posant des questions hyper sociétales, quoi. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis bien contente de ne pas l'avoir vu avec Inès. Je pense que je vais pas lui montrer tout de suite quand même. Ah oui. Et même si bon, il est il est vraiment à voir, quoi. Il est incroyable. Il est très beau aussi. C'est ça qui est fou, c'est que à la fois il se passe des choses horribles et à la fois c'est magnifique. Le cadre il est superbe. Il arrive à être beau justement
pendant les scènes les plus horribles presque, tu vois. Bah tout le temps en fait. Globalement, c'est tout le temps beau. Franchement, le directeur de la photographie, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Mais même scénaristiquement, le fait d'amener du rituel dans une scène qui est pas un viol puisque elle est consentante, tu vois. Mais quand son mec, je sais plus comment il s'appelle, Christian. Ouais. Quand il justement, est-ce que lui il se fait violer ou pas? C'est une bonne question. Ah oui, bah il se fait quand même droguer et mettre en situation. Alors certes, il fait quelques pas en avant. Bon. Mais je sais pas si on peut considérer que c'est un viol, que lui il est victime de viol ou pas, j'en sais rien. Mais par contre, tu vois, il y a du chant autour, il y a quand même un peu de danse, des trucs quand même. Non, mais tout le temps, c'est trop beau. Et les décors sont incroyables, et l'image, elle est superbe, quoi. Et c'est suffisamment rare que je m'en rende compte, parce que je pense que c'est toujours très travaillé dans les films, mais il y a plein de moments où moi je m'en rends pas compte, quoi. Là, quand même, globalement, je me disais tout le temps, waouh, c'est trop beau. Et tout en me disant, mais j'ai pas du tout envie d'être à leur place, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Dans le micro. Il y a un truc, notamment moi, qui me... Par rapport à ce truc-là, justement, c'est quand il voit des trucs horribles et notamment Dany à la fin, quand elle est en pleurs parce qu'elle voit ce qui se passe avec Christian, machin, etc. Et que tout le monde se fout autour d'elle, tu vois, et vit son émotion à travers elle, etc. et l'amplifie pour mieux l'exorciser, tu vois. Il y a un truc à la fois totalement what the fuck, et beau. Hyper angoissant, mais magnifique. Ouais. C'est très bizarre. Non, mais c'est là où il est très fort. Surtout que je sais pas si c'est des vrais rituels. Sûrement que oui, c'est sûrement des trucs qui existent un peu de base. Parce que pour avoir du coup fait des petites recherches là pour préparer l'émission, j'ai vu qu'en fait il y a plein de choses qui sont des légendes ou des trucs qui ont vraiment existé dans les rituels qu'ils ont. Il a pas tout inventé non plus, quoi. Donc c'est là où c'est fort, quoi. Bravo Ari. Bravo Ari Aster. C'était qui ton personnage préféré? Bah moi, mon personnage préféré, c'est Dany. Bah ouais, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un autre personnage préféré, Ça me semble assez compliqué, voilà. Parce que tellement d'empathie pour elle, pour tout ce qu'elle peut vivre et toute la difficulté qu'elle a à le vivre avec tout le contexte qu'il y a autour, etc. Enfin bref, entre sa famille décédée, son mec qui a un sale con et qui oui, parce qu'on n'a pas précisé que son mec n'a pas vraiment envie avait déjà plus ou moins envie de la quitter avant. On l'apprend ça assez vite dans le film quand il parle avec ses potes. Il voulait déjà un peu la tège, mais bon, elle allait pas très bien et tout, donc il osait pas. Et boum, sa famille meurt. Donc il est un peu coincé, quoi. Voilà. Mais sauf que, en fait, il est plus amoureux d'elle, il a pas envie de s'occuper d'elle. Il l'emmène en Suède par pitié, mais en fait, ça le fait chier. Et elle est là, il y a plus que lui sur qui elle peut compter. Elle a pas vraiment d'amis, à elle, on dirait. Et du coup... Ouais, mais elle vit vraiment par procuration, quoi. Et... Elle est vraiment, pas aidée, non, c'est ça. On va dire. Et puis elle essaie pourtant en plus de faire les efforts, de bien communiquer, de s'occuper d'elle-même, etc. Enfin, elle fait tout pour essayer de faire les bons choix, mais vu qu'elle a besoin de validation partout, du coup elle ne fait que suivre les autres et subir les choix des autres. Les mauvais choix des autres. Et c'est horrible à voir et ça donne beaucoup d'empathie envers ce personnage. On peut pas ne pas l'aimer. Et en fait, vu que tous les autres, globalement, personnages sont horribles, sont des sales cons. C'est ça. Enfin, les Américains, c'est des sales cons. Les Suédois, c'est pas des sales cons, mais bon, ils sont dans leur truc. Et puis vraiment, alors là, culturellement, nous, on n'est pas du tout en empathie avec ce qui se passe, quoi. On n'est pas exactement prêts pour ça. Vous jetez vos vieux d'une falaise. Très bien, ok. On fait pas ça, nous, mais ok. Mais voilà, t'essayes de pas être dans le jugement. Mais t'es pas en empathie, quoi. C'est compliqué. Du coup, il y a que Dany, en fait, qui peut attirer la sympathie du public, en réalité, dans ce film. C'est la seule. Si, un peu les Anglais aussi, parce qu'on n'a pas dit, il y a des Anglais qui sont rapatriés aussi par un autre étudiant et qui vont servir au sacrifice globalement. Et eux, pareil, au début, quand il y a les vieux qui se jettent de la falaise, ils disent « Bah non, on va s'en aller, nous, hein, allez, c'est bon, on se casse ». Et là, oui, on a de l'empathie, parce que personnellement, j'aurais fait la même chose. Oui. J'aurais dit « Oui, je vais rentrer chez moi, là ». On les voit vraiment en bas de la falaise, en mode « Non, mais ne sautez pas, en fait ». Ouais, c'est ça, ils sont là « Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ?» Là, on a un peu d'empathie pour eux, mais bon, on les a pas assez vus on les connaît pas assez pour que ce soit nos personnages préférés, quoi.
Donc, ouais, moi aussi, c'est Dany, parce que les autres sont globalement effroyables. Et donc, qui le pire effroyable dans les effroyables? C'est qui ton personnage détesté? Voilà, bah Christian. Ah, j'en étais sûre. Parce que je déteste ce gars. Son mec, ouais. Voilà, ouais, c'est... Vraiment, il fait tous les pires moves de bâtard tout le long du film. Il oublie son anniversaire, oui. Il vole le sujet de thèse à l'autre. Oui. Vraiment, il trompe sa meuf, du coup, où il est violé, on sait pas trop. Moi, j'ai quand même un peu de mal à dire que c'est un viol, parce qu'il a l'air quand même un peu consentant Oui, j'ai l'impression qu'il se dit, de ken de la petite jeune rouquine. Je crois qu'effectivement, ils essaient de nous montrer, de nous faire comprendre qu'il y a quand même du désir et probablement des pensées qui clairement peuvent amener à ce type d'acte-là avant que ça arrive. Oui, parce qu'en plus, elle, quand ça rend compte, elle le vit vraiment comme une grosse trahison, donc oui. Bon. Et puis il y a aussi le fait que à la base il veut se casser sans elle en Suède. Oui. Il lui a même pas dit qu'il partait, c'est vrai. Elle l'apprend totalement par hasard au dernier moment. Tu vas en Suède. Genre dans un mois je pars en Suède, oui bon. Peut-être, je sais pas, on verra. Oui, mais vous avez vos billets. Oui, on a nos billets. Mais bon. J'avoue, c'est vraiment un connard. Et donc pour toutes ces raisons détestables, c'est Christian. Il a la palme. Ouais. Il a la palme, même si les autres sont pas. Moi, j'ai choisi Marc, qui est donc un ami de Christian, mais en vrai, Christian... Enfin, de toute façon, globalement, tous les hommes américains de ce film sont des cons. L'autre, à la base, qui devait faire celui sa thèse... qui fait, et qui se fait voler sa thèse c'est le moins pire. C'est quand même le moins pire, même s'il est un peu indifférent au truc. Ouais, c'est ça. Si, il donne des cachetons à Dany pour qu'elle dorme la nuit. Voilà, c'est vrai. C'est le moins pire, mais sinon, globalement, Christian et ses potes, ils sont quand même sacrément cons. Et Marc, globalement, est le plus immature. Lui, on dirait il a 12 ans. Ouais. Oui, Marc, je le déteste. Parce que, effectivement, il a l'air d'avoir 12 ans. Déjà, de base, il a l'air d'avoir 12 ans. C'est un peu discriminant ce que je viens de dire. Il a une tête bizarre. Mais c'est vrai qu'il a pas quand une même... tête bizarre, il a une tête de petit con. Oui, voilà. Ce genre de tête qui, potentiellement, très vite... De petit con de droite, de jeune étudiant d'école de commerce. Pour vous situer, c'est globalement c'est vraiment cette tête, quoi. D'ailleurs, il est pas anthropologue, lui. Si, il est aussi dans le... Je sais même pas. Je crois qu'il s'en fout, lui, il veut juste voir... Ouais, lui, il veut juste aller ken des Suédoises, ouais. Et bref, et du coup, il respecte rien, il dit à Christian de tèche sa meuf, enfin bon, il est vraiment, c'est pas du tout une bonne personne. Il pisse sur l'arbre mort. Il pisse sur l'arbre des ancêtres. Ce qui lui vaut quand même... d'être le premier à canner. D'ailleurs, on le voit pas crever, mais un peu plus tard, on revoit son visage posé sur le visage de quelqu'un d'autre, et là on se dit, c'est peut-être pas normal, je pense qu'il va mal. J'avais oublié ce détail. Genre Leatherface, pour ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse. Il y a vraiment, ils ont pris son scalp de visage. Oui, puis c'est le prophète, là. Ouais. On retrouve pas des jambes aussi, à un moment donné, genre une jambe à lui. On retrouve des trucs à la fin. Il y a des moments, il est éparpillé. Il y a des morceaux qui reviennent de tous les gens qui ont disparu. On revoit des morceaux à la toute fin, au moment de tout cramer dans un ours. Dans un ours. Retenez bien ce détail. Pire truc. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus de peine. Arrêtez de tuer des animaux. Putain, pour une fois qu'il n'y a pas un chat ou un chien qui meurt, faut qu'il bute un ours. Après, dès le départ, on voit un ours dans une cage. Oui, on nous explique c'est vrai pas, qu'assez vite, on voit un ours dans la cage. Bon. J'ai compris. J'ai dit, je sens mal le coup de l'ours. Mais j'espérais quand même que ça se termine bien pour lui. Non. Voilà, donc moi, c'était Marc. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans le film ? C'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Exactement. Mais en fait, je dirais pas que c'est nécessairement ma scène préférée, ça ne l'est pas d'ailleurs. Mais, non, la question c'est la plus marquante. Mais voilà. Mais la plus marquante, je pense que c'est le rituel suicide des vieux. Ouais. Parce que tu le vois pas venir, ou si, mais juste au moment où ils veulent que tu le voies venir. Et c'est surtout que jusqu'à maintenant, on était sur un film, j'allais dire normal,
Enfin, pas vraiment normal, mais enfin, je veux dire, il se passe rien de... Oui, rien d'extraordinaire. Enfin, si, il y a quand même un suicide évidemment. De double meurtre par la sœur, mais... Mais ça, c'est un truc que tu... Malheureusement, même si c'est le pire truc à imaginer, mais c'est un truc que tu peux projeter dans la vie. Tout à fait. Voilà. C'est un truc qui peut arriver. Et c'est vrai que se jeter d'une falaise de, je sais pas, 30 mètres, 40 mètres, volontairement, avec ce que ça implique de rituels autour, les coups de marteau devant tout le village réuni, qui chante à moitié. Ouais. Là, pour le coup, c'est effectivement c'est le switch du film, en fait. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Et c'est là que ça bascule. Là-dessus, c'est la plus marquante pour ça, quoi. Voilà. D'accord. Oui, bah moi j'avais choisi soit cette scène-là, parce qu'effectivement c'est vraiment le moment où les choses, les choses sérieuses commencent, alors que t'en avais déjà pris quand même un peu pour plein la gueule avant. Mais sinon, l'autre scène justement la plus marquante, ça pouvait être, d'après moi, le suicide de la sœur qui... alors, âme sensible, s'abstenir. Elle se fout un masque à gaz en fait sur la gueule et elle relie les tuyaux par un tuyau le gaz d'échappement de la bagnole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle démarre la voiture dans le garage, elle se raccorde au truc. Elle se raccorde par un masque à gaz. Donc vraiment, elle peut pas du tout se louper là. Mais et en fait, elle par un autre tuyau, elle met aussi dans la chambre de ses parents qui dorment. Voilà. Pour toujours. Voilà, du coup, ils dorment pour toujours. Mais en fait, il y a vraiment ce plan de cette nana qui est assise là contre un bureau avec son masque à gaz et son tuyau. Et là, tu fais waouh, c'est déjà bien vénère quand même. La volonté était forte. Voilà. Après, pourquoi elle embarque les parents, ça c'est quand même dommage, si je puis me permettre. Parce que se suicider finalement, chacun fait ce qu'il veut. Mais emmener... Bon, après, elle est malade. Hein, oui, voilà. On est là-dessus. Donc voilà, les scènes de suicide, hein, finalement, dans ce film, c'est les scènes les plus marquantes, on peut le dire. À noter que la testupa est la pratique mythique du géronticide à l'époque de la préhistoire nordique, au cours de laquelle des personnes âgées se seraient ou auraient été jetées à mort. Donc c'est un vrai truc. D'accord. D'après les légendes, cette pratique avait cours lorsque les personnes âgées devenaient incapables de subvenir à leurs besoins ou d'aider leur foyer. Bien que de nombreux endroits dans les pays nordiques sont supposés avoir été utilisés comme atestupa, on pense maintenant que cette notion est un mythe persistant. Donc, mystère. En tout cas, il y a le concept. Voilà, existe quand même. Le concept existe et ouais, c'est... Donc, étonnamment intéressant à mettre en corrélation avec la façon dont on traite nos anciens nous-mêmes. Tout à fait. Et deuxième nota bene, l'aigle de sang est un mode d'exécution évoqué dans la littérature norroise, dont les modalités varient selon les sources et dont la véracité reste débattue. Il peut s'agir de tailler un aigle sur le dos de la victime. L'aigle de sang peut aussi consister à inciser le dos du supplicié, à séparer les côtes de la colonne vertébrale, puis à les déployer comme les ailes d'un aigle, faisant ainsi sortir les poumons de la poitrine. Et je vous raconte ça, car c'est présent dans ce film. Autre scène marquante, finalement. Tout à fait, Il y a l'anglais. L'anglais termine comme ça, dans un poulailler avec les poumons à l'air. C'est vrai qu'il le retrouve comme ça en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et moi j'ai cru qu'il était encore vivant parce qu'on avait l'impression que les poumons se gonflaient encore d'air et je me suis dit comment c'est possible ? Alors pour ceux d'entre vous, je pense qu'il est mort. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la série Viking, ils en parlent aussi. Ils en parlent et ils le montrent. Ça a été même vendu épisode, tu sais c'était un peu l'époque juste après les noces pourpres dans Game of Thrones, donc c'était un peu la course à l'épisode le plus choquant, tu vois. Okay. Et ils avaient beaucoup vendu cet épisode parce qu'ils allaient faire l'aigle de sang à un type, et le type, dans l'épisode, est vivant. Tout le long de la réalisation. Je pense que tu le fais sur quelqu'un qui est vivant. C'est ça. Mais là où nous, quand on le découvre, lui, c'est trop tard. Je pense qu'il est déjà comme ça depuis un moment. Il a attendu un probablement peu, mort, il est parti. Mais en fait, il y a pas une contre-plongée, mais une plongée de dos, en fait, et on voit ses poumons, et il m'a semblé voir, mais bon, peut-être j'ai eu une hallucination, on n'est pas à l'abri. On ne sait pas. Donc, voilà. Enfin, des scènes petits folles, rituels sympas. Il y en a quand même d'autres, et notamment des dont on a à peine parlé, finalement. Ouais. Oui, avec l'ours aussi, enfin bon. Il y a l'ours à la fin, et puis il y a cette fameuse scène de sexe. De copulation, ouais. En fait, c'est quand même éprouvant à regarder. C'est quand même un sacré final. On va pas vous mentir, c'est un bordel. C'est quand même compliqué.
Passons à notre note. Alors, Qu'est-ce on va tous les deux attribuer des points et ça va nous donner une note sur 10 pour donner un total sur 20. Combien tu as mis au scénario ? Et scénario, j'ai mis 2. Ouais. Parce que je le trouve original et bien foutu, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses que tu vois pas venir et... Ouais, non, enfin, l'histoire est folle, tout simplement, quoi. On est d'accord. Voilà. Au casting pardon, à la réalisation. La réalisation, j'ai mis 2 aussi. Oui. Parce que visuellement, c'est fou. Ouais. Parce que, justement, ça rend... Enfin, je veux dire, ça rend honneur au scénar en lui-même. Le fait que le réal soit aussi le scénariste, j'imagine que ça aide, joue. Probablement. Mais ouais, il y a vraiment... Enfin, le fait qu'il arrive à faire en sorte qu'on capte le truc au moment où ils veulent qu'on le capte et pas avant, je trouve que c'est que des coups de maître, en fait. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Tu vas pas venir les trucs jusqu'au moment où... Juste avant, ils veulent qu'à ce moment-là, tu captes. Au moment où tu captes, c'est qu'ils ont envie que tu captes. Voilà, c'est ça. C'est et qu'en même temps, t'espères te tromper. T'es là, oui, il va pas se passer ce que je pense. Non. Oh, mais non. Et si. Chaque fois. Te laisse aucun répit, ce film. Au casting, t'as mis combien ? Et au casting, j'ai mis 2 aussi. Parce que déjà, Dani, Florence Pugh, elle est incroyable. C'est genre une performance de malade. Cette actrice est très douée. Dans les autres trucs dans lesquels je les ai vus jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit, elle gère bien, quoi. Être actrice, c'est ok pour elle, quoi. Ouais. C'est validé. Mais aussi les autres, parce qu'en fait, tous les autres, on aime les détester, tu vois. Ouais. Ils jouent très bien leur rôle de personnes détestables, chacun à leur façon. Et même les personnes dans le... Tu sais, même les petits rôles des personnages dans le village, quand tu les... Enfin, tu sais, ils sont tous crédibles, en fait. Ah, franchement, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Voilà. À la musique, t'as mis combien ? À la musique, j'ai mis 1. Ouais. J'hésitais entre 1 et 2, en vrai, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de musique à proprement parler, il s'agit plus de son et d'ambiance, dans mon souvenir. Tout à fait. Mais je trouve que ces sons et ces ambiances sont excessivement bien foutus, bien placés, pour nous faire ressentir ce qu'on doit ressentir, et que c'est hyper efficace dans ce cadre-là. Ouais, donc, et très original aussi. Hein. Ouais, après, on est sur des genre la scène d'entrée, ou c'est pas la scène d'entrée, c'est la scène... quand ils ont atterri et qu'ils vont au village en bagnole. La voiture, quand il y a le changement de plan. Où il est incroyable ce plan. Et il y a une musique, c'est à base de cordes, je pense. Ouais, comme et ça. La musique, c'est pas vraiment une mélodie, mais c'est incroyable. Ouais, elle est vraiment... Voilà. Donc j'ai mis 1... Ouais, je comprends. Pour être un peu dur. Mais tout à vraiment... Et message valeur, t'as mis combien ? T'as trouvé des messages et des valeurs à ce film ? Alors c'est assez controversé quelque part, mais j'ai mis 1 du coup pour rester équilibré dans ce truc-là. Ok. Parce qu'effectivement, il y a ce truc du deuil qui est hyper intéressant, etc. Et aussi, notamment pour revenir sur les valeurs et tout ça, à quel moment on valide ou pas que le personnage de Dani vrille à la fin et qu'on se dit putain, elle va mieux. Ouais. Alors que tout le monde vient de mourir, tu vois. Et que, accessoirement, elle a choisi de sacrifier son mec. Elle aurait pu choisir entre un autre gars du village ou Christian, mais elle choisit de buter son gars. De sacrifier Christian et de tirer un trait définitif sur tout son passé et toutes les merdes qu'elle a pris dans la gueule de ce type-là, des gens qui l'entouraient et de toute sa vie de manière générale. Il n'y a plus rien qui la retient, là, qui l'attache nulle part. Là, elle intègre définitivement le village et elle semble ravie. Et il y a un truc de... tu sais, quand tu vis des trucs difficiles, d'un moment donné, de faire table rase quand tu rencontres... Bon, alors là, évidemment, on parle de meurtrier, donc c'est compliqué, mais quand tu rencontres de nouvelles personnes et que tu te reconstruis et que tu te réinventes à travers autre chose, moi, c'est quelque chose que j'entends. Et même si là, évidemment, c'est poussé à l'extrême à travers ce film d'horreur, c'est quelque chose... Mais je sais pas si elle les voit comme des meurtriers, justement. Je pense. Non. Enfin, j'en sais rien. En fait, moi, je suis pas sûre de ce que j'ai pensé de la fin. C'est-à-dire que toi, t'es à peu près sûre, et en effet, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même relativement ce qui ressort. Okay. C'est que elle fait table rase, elle se coupe de tout ce qui l'emmerde, en gros, et de tout ce qui la retenait, et elle intègre la secte, parce que c'est quand même une secte. Définitivement. Et elle s'y sent bien.
Moi, je suis dubitative. Parce qu'en fait, elle est dans un état tel de bouleversement dans sa vie et de psychotrope. Parce qu'on l'a pas dit, mais elle est tout le temps défoncée. Il y a beaucoup de drogue dans ce village. Ils prennent beaucoup de drogue, des champignons hallucinogènes, des machins, des trucs. Donc, je suis pas certaine, moi, que le personnage de Dani soit quand même bien conscient de ce qu'elle fait. Pleine possession de ouais, ses moyens, voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'elle subit aussi un peu et qu'elle se dit, bon, allez... Je sais pas, j'arrive pas à être sûre à 100% qu'à la fin, elle va très bien. Enfin, qu'elle va très bien, de toute façon, elle va pas très bien, mais que en gros, c'est une happy end, quoi. Pour moi, je suis pas... Ouais, je suis dans le doute. Est-ce qu'elle va se réveiller de sa défonce à un moment donné, se dire, merde, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, putain. Dans 3 jours, potentiellement, elle se dit, bon, ouais, ça suffit, j'arrête les conneries, je rentre chez moi, quand même. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, mais c'est justement aussi, je pense, un des trucs qui est intéressant du film, c'est qu'on sait pas trop à la fin quel est le véritable état d'esprit de ce personnage principal. Alors, du coup, si je ne m'abuse, ça te fait 8 sur 10 ? Exactement. Très bien. Ça me fait 8 sur 10. De mon côté, au scénario, j'ai mis 1 sur 2. Alors, pareil, j'ai hésité, j'étais là, je vais mettre 2, franchement, il est tellement incroyable ce scénar. Sauf que je me suis rappelé qu'en effet, et moi ça c'est un truc qui peut me bloquer, c'est qu'il y a des choses où j'achète pas. Je suis un peu en mode, non, je crois pas. Je suis un peu dubitative justement. Sur quoi voilà, je reste incrédule sur le fait que quand elle voit 2 vieux se jeter de la falaise, par exemple, je suis un peu dubitative qu'elle reste. Parce que ceux qui font leur thèse sur... les anthropologues font leur thèse là-dessus, ils se disent, moi, il faut que je reste et tout. Ils sont pas forcément choqués parce qu'ils ont peut-être entendu parler de ces rituels et tout. Ok, admettons. Mais elle, pardon, mais si je refais le truc, c'est une personne qui vient de perdre sa sœur par suicide, qui a buté donc ses parents, et là, elle se reprend dans la gueule le suicide d'autres gens, qui est quand même très visuel, et c'est vraiment une scène extrêmement graphique, c'est dégueulasse. Et là, pour le coup, j'ai pas rigolé, à aucun moment. Moi, oui, je pense. Et là, je me dis, franchement, quelqu'un qui est... Alors, effectivement, j'allais dire normalement constitué, peut-être qu'elle est effectivement trop mal pour prendre des décisions. Mais moi, je me dis quand même, j'ai un peu des doutes sur le fait qu'elle s'en aille pas à ce moment-là, tu vois, qu'elle dise pas. D'ailleurs, les Anglais se barrent, et je me dis, à quel moment, toi, tu dis pas, oui, moi aussi, je vais me casser. Enfin, elle dit d'ailleurs qu'elle veut se barrer, et puis finalement, je sais plus qui la retient, mais j'ai du mal à l'acheter, ça, tu vois. Il y a ce fameux cauchemar où elle voit tous ses potes partir sans elle, à ce moment-là. Oui. C'est vrai, putain, rêve prémonitoire. Ouais. Après, le côté sidération de la personne qui est assez cohérent avec le personnage finalement. Et puis il y a le fait aussi que ça colle un peu justement au personnage et à sa tendance à ne prendre aucune décision et à juste laisser faire les autres. Oui. Même si je comprends effectivement que ça, moi, ça me sort un peu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis un seul point au scénar, mais j'ai hésité, j'avoue j'ai hésité parce que c'est quand même un scénario incroyable. Pour la réalisation j'ai mis 2 sur 2 car c'est parfait. Rien à dire, casting 2 sur 2, musique comme toi j'ai mis 1 sur 2 puisque elle est pas... je pourrais pas te la fredonner quoi, ça c'est sûr, et que moi j'aime bien quand la musique d'un film elle est vraiment culte, tu vois. Là, bon, on n'est pas sur ça, mais on est quand même sur du bon boulot. Je pense qu'on peut dire. Et message valeur, j'ai mis 2. J'ai hésité aussi, mais j'ai mis 2 parce que, en fait, juste le fait qu'il arrive à nous sortir, à nous faire questionner notre vision du monde et de la société, que ce soit sur le suicide, les vieux, la reproduction, enfin bon, t'as tout, t'es là, quoi? Toutes les 2 secondes, t'es là, attends, mais... Ça se fait autrement ailleurs, donc. Mais c'est cohérent ou pas? Tu sais, genre vraiment, à plein de moments, tu te dis, putain, mais ça tient la route, quoi. Et pourtant, on est quand même face à des gens qui droguent et tuent d'autres gens. C'est là où c'est quand même très fort, parce que quand même, globalement, si je le dis comme ça, tu te dis, oui, non, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait, c'est tellement bien amené que, oui, il y a des gens qui droguent et tuent d'autres gens, mais ça passe. Presque, tu leur en veux pas. C'est quand même dingo, quoi. Je comprends, les gars, c'est ok. Non, mais c'est dingue. Ouais, mais c'est fou. C'est fou. Pour ça, c'est génial. Une performance, quoi. Ouais. Ce qui me fait une note de 8 sur 10. Donc, on a un 16 sur 20 sur Midsommar.
Donc, le classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous, selon le Spoutcast? Eh bien, oui. J'en suis ravie, figurez-vous. Vu qu'il a 16 sur 20, il entre au même titre que Psychose, Shaun of the Dead, Entretien avec un vampire et Les Dents de la Mer, à 16 sur 20. En sachant qu'au-dessus, on a Frankenstein qui a 17. Ça, j'avoue que je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je sais pas, mais c'est un très bon film. J'ai pas vu. Ça reste un très bon film, mais du coup, on l'a vachement bien noté. Carrie au bal du diable qui a 17 également, Shutter Island 18,5 et The Shining à 19 sur 20. Ah la vache. Car c'est un chef-d'œuvre. Oui, bon, Shining c'est ok. Voilà, Shining c'est ok, voilà. Mais du coup, Midsommar est également au même niveau que le top 3. Enfin, ouais, il est en top 3, quoi. Mais comme il est ex-aequo avec 4 autres films, ça nous fait un top 5 qui a 12 titres. Ça n'a aucun sens. Faites-vous votre propre avis. Démerdez-vous avec ça. On donne des idées. On donne des notes, après vous en faites ce que vous voulez. Exactement. Passons au flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans mon top 5 des pires méchants ever? Eh ben, j'aimerais bien, mais... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant, en fait. C'est ça la problématique. Qui est le méchant de ce film? Il n'y en a pas. Voilà. Et là, c'est vrai que... C'est fou, d'ailleurs. Premier film d'horreur que je vois où tout se passe en plein jour. Il n'y a pas de nuit. Et il n'y a pas de méchant non plus. Et il n'y a pas de méchant. Et c'est incroyablement flippant, quand même. Et c'est quand même... T'en prends plein la gueule, quoi. Ouais. Donc, du coup, pas de flipomètre. Toi, t'aurais dit quoi? Pareil? Ben ouais, j'ai pas noté de méchant. Non, Bah ouais, il n'y a pas de méchant, quoi. Il n'y a pas de... Pas par rapport à ce film, il n'y a pas de boogeyman, quoi. Des méchants qui, moi, m'ont marqué, mais dans ce film-là, il n'y en a pas. Et j'ai pas écrit quoi que ce soit dessus, quoi. C'est quoi les méchants qui t'ont marqué? Ben, dans les vieux... Enfin, dans d'autres films... C'est même pas nécessairement, d'ailleurs, des méchants de films d'horreur. Ouais, mais c'est qui ton top 5 des plus vilains? Alors, évidemment, je vous rejoins sur le xénomorphe, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais y ajouter Predator, car j'ai grandi avec ce genre de truc. Alors, je l'ai pas vu, ouais. Dans les 2 premiers, parce qu'après, tous les trucs Predator vs Alien, c'est pas... Voilà. Ça reste les mêmes méchants, finalement. C'est plutôt non, puis c'est de la merde. Hein. Ah, merde. J'avais noté Alex, de Orange Mécanique. J'avoue. Qui est quand même incroyablement charismatique et extrêmement taré. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai mis le Joker, celui de Heath Ledger, parce que... Voilà. Bah, celui de Jack Nicholson est quand même pas mal aussi. Hein. Il est très bien, mais sans aucune commune mesure en termes de... En termes de stress. De malaise. Voilà. Oui, on est d'accord. Exactement. Et j'ai noté aussi le T-1000. Ah, qui est le méchant de Terminator 2 et qui est incroyable. Ah putain, il est indestructible ce bâtard en plus. Voilà, ça c'est mes petits... les méchants indestructibles. T'as pas toi, du coup, The Thing? Parce que putain, il est quand même vénère. Hein. Ouais, j'avoue. Tu sais que j'ai rematé après avoir écouté l'épisode. Eh oui, j'espère bien qu'il y a des gens qui re-regardent les films grâce à nous. Et ben... Ah, il est vénère celui-là. Bah d'ailleurs, c'est notre premier. C'est le monstre hardcore, mais... Mais tu sais, il n'a pas réellement d'intention, tu vois ce que je veux dire? Je crois que ce qui me choque le plus, c'est les méchants qui ont forme humaine. Oui, qui sont vraiment méchants, et puis qui ont une pensée, quoi. Ouais, qui est vraiment une forme humaine, il y a vraiment ce truc, même Predator, tu vois, il a une forme humaine. Oui, mais le xénomorphe, il est pas, du coup, il est pas vraiment méchant. Et c'est en ça qu'il est exceptionnel, c'est que lui, pour le coup, il arrive fait quand même à être haineux, alors qu'il prononce pas un mot, c'est un monstre, tu vois. Ah, je le trouve pas haineux, moi. Ah, je le sens dans la destruction et le chaos, quand même, tu vois, je le sens quand même vachement là-dedans. Bah ouais, mais bon, t'es marrant, toi, il est tout seul dans un vaisseau. Oui. Il y a des gens qui lui tirent dessus, bon. Il y a une tirade dans le premier Alien de... comment il s'appelle, le robot. Ouais. Tu vois la tirade, je l'ai plus en tête là, mais... qui dit qu'il est parfaitement... C'est une machine de guerre, quoi. En gros, c'est une machine à détruire et good luck, il dit. Ouais. Allez, vous êtes tous crevés, en fait. C'est genre le maître du chaos, quoi. Ouais. C'est ça. Et il y a vraiment ce truc-là, par son apparence, parce que ça dégage, par son agressivité, il y a un truc de ses capacités, violence en fait, il est juste infinie, capable quoi. C'est juste un destructeur 8000, quoi. Voilà. Et pour ça, il a tout mon respect. C'est vrai. Alors, on passe à nos recommandations. Est-ce que tu as quelque chose à recommander à nos auditeuristes par rapport à ce film, à son thème, à son réalisateur, à son casting? Qu'est-ce qui te... Alors, j'ai checké un petit peu. Sur le casting, il n'y a rien de particulièrement... fou.
fou qui m'est venu. Je pensais à Dune 2 au début, parce que du coup, Florence Pugh, mais après, voilà, là où... Bah, je savais même pas qu'elle jouait dedans. Eh ben, elle joue dedans. Eh ben, je vous le conseille quand même. Il est très très bien, hein. Moi j'ai adoré. Okay. Mais là où je veux aller, c'est plus subtil que ça, on va dire. C'est-à-dire que là, on est sur un film d'horreur, entre guillemets, qui se passe uniquement en plein jour. Oui. Si vous voulez voir une histoire bien angoissante qui se passe uniquement la nuit, je vous conseille la saison 4 de True Detective. Ah, trop bien. Tu l'as pas vu ça, toi? Et non. Et voilà. C'est vrai que c'est dans ma liste, il paraît qu'elle est super. Elle est incroyable. Oui, ça se passe en Alaska, du coup il fait nuit tout le temps, c'est ça? Exactement. Donc c'est l'inverse. C'est avec Jodie Foster oui. et Kali Reis, qui est une ancienne championne de boxe. Trop bien. Qui est une bête d'actrice en plus, manifestement. Le duo. Mais déjà, Jodie Foster, tu me l'as vendu. Hein, donc... Réalisé par Issa Lopez, qui est une réalisatrice mexicaine. Oui. Que les bons points. Ouais, j'en ai entendu. Qu'une longue nuit d'hiver tombe sur la ville d'Ennis en Alaska, effectivement, c'est en Alaska. Les 8 hommes en charge de la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de traces. Oh, il y a un petit The Thing, du coup. Mais de ouf, il y a des refs à The Thing. Mais du coup, tu dirais que c'est quand même des épisodes horrifiques? Parce que True Detective, bon, il y a un petit côté, la première saison en tout cas, un peu glauque, mais c'était pas horreur. Oui, mais alors quand tu vois le premier épisode de cette saison-là, tu te dis, ça va partir là-dessus. Ouais. Comment vous expliquez ça en fait là? Parce que c'est un vrai problème ce qui se passe là quand même. Mais après, ça reste True Detective, donc avec tout ce que ça implique. Ouais. Ok, on va essayer de rationaliser ce merdier et voilà. Peut-être un petit côté X-Files aussi du coup. Peut-être. Mais vraiment, la bande son incroyable. Que des bons choix de chansons, des refs aux précédentes saisons, les actrices au top. Ah donc il faut avoir vu les autres parce que la 1 je l'avais adorée, la 2 j'avais trouvé nulle. C'est plus des refs à la 1. Ah bah très bien. Enfin c'est même pas des refs, c'est des liens. Qu'on capte si on se rappelle de 2-3 trucs. Tu peux passer à côté et ça ne changera rien à ton visionnage de la saison 4. Mais si tu captes le truc, tu vas faire trop bien. Et franchement, une pure tuerie. Courez-y quoi. Et ben c'est dans ma liste de nombreuses choses à voir. Trop bien. Moi, je recommande l'épisode 7 du podcast de la plateforme Shadows. Shadows, une chaîne finalement de films d'horreur, voilà, consacré uniquement à ça. Je t'avoue que depuis que je me suis abonnée à leur Instagram et que j'écoute leur podcast, je suis là, putain, il y a trop de trucs qui ont l'air trop bien. Donc je rajoute des choses à ma liste. Et du coup, ça s'appelle le Shadows Cast. Et ils ont consacré leur épisode 7 à la folk horror. La folk horror étant du coup le genre de film d'horreur de Midsommar. Je n'avais pas capté que ça pouvait avoir un sous-genre et que ça existait, la folk horror. Tu me l'apprends aussi. Et ben écoute, j'en suis ravie. Et du coup, il y a d'autres films de folk horror. Donc si t'as envie, miam miam. Faire des petites recherches, voilà, et voir un petit peu ce qu'ils en disent. Dans cet épisode, du coup, ils en proposent 3 ou 4, je crois. Et bien sûr, ils parlent de Midsommar, évidemment. Voilà, et globalement, le Shadowscast, c'est des super épisodes. Alors, dans le prochain épisode, du coup, avec Inès, je ne sais pas encore ce qu'on va regarder, mais si un jour, est-ce que tu aurais envie de revenir dans le podcast, dans le Spoodcast? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà pensé au film que tu aimerais me faire découvrir la prochaine fois? Alors, j'en avais en tête, donc je t'avais parlé, je crois, mais figure-toi bien... T'as changé d'avis. C'est pas que j'ai changé d'avis, c'est que j'ai une deuxième idée. Parce que j'ai les deux, j'ai très envie de te les montrer. C'était quoi le premier, du coup ? Le premier, c'était Us. Ouais. Jordan Peele. De Jordan Peele. Que je n'ai vu qu'une fois. Moi, j'ai tendance à remater les films que je kiffe, donc je peux les revoir plusieurs fois. Mais celui-là, je l'ai vu qu'une fois, j'ai pris une claque monstrueuse, avec vraiment des vrais frissons à des moments, quoi. J'étais là, c'est très... Ça me met pas bien. Je crois que ça me fait flipper un peu, cette merde. Vraiment, là, pour le coup, il y a un vrai délire là-dessus, quoi. Cool. Et il y a un autre film qui s'appelle I Saw the TV Glow. I Saw the TV Glow. Personne ne connaît ce film. Ah bah, je crois qu'il est sur Shadows. Tu vas l'adorer. Ouais. Tu vas l'adorer. Tu veux que je te montre la petite affiche? Ah bah oui, s'il te plaît, avec plaisir. Les deux films? Ouais. Tu l'as peut-être déjà en tête? Non. Eh ben, on va aller... Je sais juste que c'est Jordan Peele. Donc, Us, l'affiche. Ah oui. Si tu veux la décrire, n'hésite pas. Alors, on voit une personne qui a un masque devant elle, qui est son visage.
C'est un masque de son propre visage. Et derrière le masque, du coup, on voit un petit peu l'autre visage. Il y a quand même un œil qui pleure. Donc ça a pas l'air marrant. Ça a pas l'air sereine de ouf. Non. Donc j'imagine il y a un truc avec l'identité. De toute façon, Jordan Peele, il aime bien ça quand même. Donc je me doute que ça doit être un peu encore sur ce thème-là. Mais sinon, ça donne pas beaucoup plus d'indices. Cela dit, je me souviens plus l'affiche de... C'était quoi son autre film Get Out. Get Out. Ah bah si, c'était le gars sur le fauteuil. Oui, donc ça donnait pas beaucoup plus d'indices non plus, quoi. Non, mais là, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer, clairement. Ouais, bon, bah, il y a une histoire de masque, en tout cas. Et de pas être content, d'être triste. Ou d'être... Parce que... Il y a un truc un peu comme dans Get Out où du coup, ils sont un peu emprisonnés dans des corps. Donc il y a peut-être un délire un peu comme ça aussi, je sais pas. Parce que il y a comme l'œil, il est ahuri. Parce que dans Get Out, il y avait un personnage qui pleurait comme ça tout en ayant le sourire. C'était flippant. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça me fait penser à ça. Il est sorti avant ou après, du coup, celui-là ? Après. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être une petite rêve. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais ouais. Ok. Et la petite sous-phrase... Nous sommes notre pire ennemi. Bah voilà, tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? L'identité. Ah, très bien. J'ai hâte de le voir. Voilà. Et puis... Et donc l'autre... alors il faudra qu'on en parle peut-être avant. I see the TV glow. C'est assez intéressant, à mon sens, de savoir de quoi ça parle ? De savoir quelle est l'intention de la réalisatrice, si je dis pas de bêtises. Ah ouais ? Avant de regarder ? Avant de regarder. Bah ça alors. Bah, pas trop, parce qu'après, faut pas que ça spoil, quoi. Non, peut-être que... Mais disons qu'il faut... Moi, tu vois, j'avais entendu parler du sujet avant de mater le film. Et tu penses que c'était mieux ? En fait, si tu veux, en tout cas, si c'est pas avant, il faut se renseigner juste après. D'accord. Pour éviter une dépression. Ah, bah c'est super. Vraiment, j'apprécie ta compagnie. Ah, alors... Ah tiens, c'est rigolo. Oui. L'affiche, donc on voit quelqu'un de dos qui regarde une télé. Ça fait beaucoup penser à l'affiche de Poltergeist, si je puis me permettre. À part qu'il n'y a pas les mains sur l'écran. Mais il semblerait qu'on a de la neige sur l'écran aussi, un peu comme dans Poltergeist. Et le titre, il est écrit alors de manière un peu années 80, néon, c'est très... Bah, c'est rose, quoi. Enfin, globalement, c'est rose, hein, l'affiche. Donc c'est rigolo, parce que c'est très girly. Donc on n'a pas l'impression comme ça. Tu me l'aurais montré, j'aurais pas dit que c'était un film d'horreur, quoi. T'inquiète, je vais bien te démonter le moral. Excellent. Donc toi, en fait, ton but dans la vie, globalement, c'est de faire déprimer les gens, quoi. J'ai un peu de ça, c'est sympa, notre amitié m'est précieuse. Non, mais tu sais que j'ai une certaine capacité à voir des trucs pires et à mettre les trucs un peu à distance, tu vois. Et des films qui nous montrent le pire... Ben, je me dis, ils nous montrent le pire pour que ce soit pas ça qu'on fasse. Ah, tu vois ok. Et du coup, j'ai ce détachement-là qui me permet du coup d'aller dans des trucs un peu... Ça m'intrigue. T'es en train de me le vendre. Voilà. Très bien. Et écoute, on va se les noter. Moi, j'ai une requête. Parce que du coup, comme je suis une très bonne élève, car je suis Capricorne, et que j'avais du coup pas regardé trop de films d'horreur, et que là, le but quand même de ce podcast, c'était de regarder les classiques de l'horreur avec ma fille. Il y a quand même des classiques que j'ai pas envie de regarder avec elle, parce qu'il y en a que j'ai pas vu, enfin beaucoup que j'ai pas vu quand même. Et il y en a un en particulier que je me sens pas de regarder avec elle sans l'avoir vu avant. C'est Massacre à la tronçonneuse. T'as l'air ravie. Ah oui, non, même. Est-ce que tu serais ok pour le regarder avec moi et le débriefer dans un épisode ? Ouais. C'est le premier film... si, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure sur les films que j'ai vus petit. Le premier qui m'a traumatisé, c'est ça. Ouais. Enfin, le premier où mon frère m'a dit ferme les yeux. Ah ouais. Scène de suicide dans une baignoire. Bon, là, il s'est dit non, faut pas qu'il regarde. Faut pas que tu regardes ça. Ouais. Mais je parle de ça, je repense à ça pas pour rien. C'est qu'en fait, pareil, c'est... je pense, mes parents étaient très laxistes sur ce qu'on pouvait regarder ou pas regarder. Globalement, les années 80. Voilà, exactement. Mais quand on leur a dit avec mon frère, on peut se coucher un peu plus tard parce qu'il y a Massacre à la tronçonneuse qui passe. Bah bien sûr, les enfants. Là, ils ont dit... du popcorn non. Ah, non. C'est vrai. Là, c'était leur limite. Ils ont dit... Ah, donc ils en avaient entendu parler, probablement. Massacre à la tronçonneuse, c'est non. Mais moi, je suis très chaud de le revoir. Ok, donc tu l'as déjà vu quand même, ouais.
Oui, mais il y a longtemps, je pense l'avoir revu une fois depuis, peut-être, mais c'est peut-être parce qu'ils avaient refait un reboot ou une connerie comme ça. Ah bah il y a eu des, mais moi je veux voir celui de 74. J'ai aucun problème à le remater avec toi pour te cool. Mettre dans l'ambiance. Très bien, on va tenir compagnie dans ce moment sympa. Tout à fait. Parce que du coup à la base il était dans la liste des films que je voulais regarder avec Inès et je me dis je l'ai jamais vu mais on le découvrira ensemble. Comme il est de 74, je m'étais dit bêtement que ça devait pas être cata. Et puis en fait plus je me renseigne, plus j'écoute des podcasts sur les films d'horreur et tout, et plus je me dis putain celui-là il a l'air d'être vénère. Il a l'air quand même particulier. Et genre sur Wikipédia il y a marqué que quand il est sorti il était interdit au moins de 18 ans. Ouais. Et que globalement, en France, quand il est sorti aussi, il était aussi interdit au moins de 16. Et qu'aujourd'hui encore, il est toujours interdit au moins de 16 ans. Du coup, je me dis, parce que globalement, les films d'horreur, quand tu regardes le public, tu vois, les interdictions et tout ça, aux États-Unis, ils sont quand même plus vénères que nous. Genre, eux, ils sont souvent en R, restricted, c'est-à-dire les moins de 17 ans doivent être accompagnés par quelqu'un. Et nous, en France, les films, en gros, qui ont R aux États-Unis, nous, ils sont interdits au moins de 12. Ouais, les autres, voilà. On est un peu en mode, c'est pas grave. Ouais. Par contre, là, je me dis, pour qu'en France, il soit toujours interdit au moins de 16, c'est que vraiment, il doit être vénère. Donc, j'ai dit, je vais peut-être le regarder avant, quand même. C'est un petit peu ce qu'illustre cette petite anecdote avec mes parents qui m'ont dit, non, pas là. Oui, parce que quand il est sorti, il était carrément interdit au moins de 18. Donc, je me dis, oula, il doit quand même être un peu vénère, quoi. Ouais. Donc, très bien, ça nous en fait 3, dis donc, sur la liste. Écoute. Formidable. Il ne nous reste plus... t'avais des trucs à rajouter, peut-être ? T'avais d'autres notes ? Non, c'est bon ? Je crois pas. Il nous reste plus qu'à remercier les auditeuristes de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage du film. Je pense que ça va être long. Parce que vraiment, tout le long, j'ai quand même fait... Il y avait une énorme liste de moments... Ouais, je pense. de moments intéressants. Je vais quand même essayer d'en mettre le moins... Enfin, voilà, de pas trop... Ça dure pas 30 minutes non plus, mais voilà. Et puis, en attendant, on vous fait des bisous. Oh mais non! Elle est déter, hein, la frangine. Attends, mais what? Oh, je t'enferme. Et donc, papa et maman viennent avec moi. Ah ouais. Faut un gros dodo. Oh là là. Mais elle est où la frangine ? Ah, elle est là. Ah là là. Oh. Elle était sûre de pas se rater au moins comme ça. Oh my god. Ouais, le début il est vénère quoi. Oh my god. Oh non. Oui, bah oui. Ah ouais. Ah, ça commence très bien. Ma pauvre. Ah mais non, mais sérieusement. Oh, c'est pourquoi faire le marteau. Ah non! Non mais cachez-vous les yeux en fait à un moment donné. Voilà. Oui, son visage il est un peu éclaté. Ah, immonde! Mais ils sont fous! Oui voilà, faut qu'il y ait quelqu'un qui dégaine. Ah voilà, putain, voilà. T'es sûr. Donc, c'est là qu'elle raté vient. sa mère. Heureusement que j'ai pas regardé ça avec Inès, putain. Mais pourquoi elle regarde? Non mais elle est en sidération là. Attends, mais ils vont lui smasher la gueule combien de fois? C'est bon là? C'est de la compote. C'est un rituel, ok? Non mais c'est bon. Ah, je peux pas regarder. Je peux pas, c'est trop visuel. C'est trop graphique.
Ouais, barrez-vous en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent à l'intérieur de l'ours? Oh, il est à l'intérieur de l'ours. Il est complètement à l'intérieur de l'ours. Mais ça va pas bien dans leur tête. Mais ils lui ont pas donné d'if à lui. Oh, oh non, ils vont le cramer vivant, mais c'est horrible, ils lui ont pas donné d'if à lui. Non. Il va. Il représente la bête, le méchant, Oh, putain, tout ce qu'ils aiment pas. Oui, fais ça, oui. Ils vont les cramer vivants. C'est une blague. Mais c'est une blague. Très bien. C'est la fin. Ah putain. Voilà. Eh bah super, écoute, un bon moment, 2h30 de plaisir. Ça a été, ça va? Ça va. Ça t'a plu? Ouais. Enfin attends, va falloir que faut que je... 24 heures, demande-moi dans 24 heures. Faut quand même l'encaisser quoi. C'est clair. En fait j'ai bien aimé le moment, quand même, parce que c'était incroyable. Faut que je te montre. Après je sais pas si je vais, dans 2 jours ça se trouve je vais te dire mais c'est un film de taré. Ce qui n'empêche pas que ce soit un bon film. Oui. De substance, faut que je te montre aussi. Ah ouais. Putain, on a plein d'épisodes là à faire hein.